Bonjour et bienvenue sur la solidarité en avant, le podcast fait par une humanitaire pour les travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, actrice humanitaire diplômée en solidarité et coopération internationale et spécialisée en projets d'aide au développement. Dans ce podcast, je donnerai la parole aux acteurs et actrices de terrain, au nord comme au sud, pour décrypter les nombreux enjeux de la solidarité internationale, mais aussi pour découvrir les différents domaines d'intervention. Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale. Au programme de ce podcast, découverte, partage de connaissances et retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi? C'est parti! Bonjour Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce nouvel épisode du podcast La solidarité en avant qui portera sur les violences sexistes et sexuelles. Mais avant d'entrer plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire plus sur ton domaine d'expertise? Bonjour Asma, tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi je suis Sarah, je suis belge, j'ai 30 ans et ça va déjà faire 5 ans que je travaille dans le secteur humanitaire. Donc je suis tombée dedans dès la sortie de mes études, après des études de droit, et j'ai principalement travaillé dans les pays en conflit, dans la région du Sahel, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ainsi qu'en République démocratique du Congo et les pays voisins à la RDC qui accueillent les réfugiés congolais, donc notamment en Ouganda et au Rwanda. Donc moi je suis spécialiste de la protection de l'enfance en situation d'urgence avec une expertise toute particulière sur la prévention et la prise en charge des violences sexuelles faites aux filles et aux adolescentes. Donc je sais que c'est un très long titre, donc je vais bien sûr expliquer ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que quand on pense à l'aide humanitaire, on pense pas toujours au secteur de la protection de l'enfance et au secteur des violences sexuelles et basées sur le genre. Mais c'est vraiment aussi deux aspects principaux de l'aide humanitaire. Et la protection de l'enfance, ça consiste à prévenir et répondre aux abus, à la violence, à l'exploitation, à la négligence auxquels les enfants peuvent être exposés en assurant leur sécurité, leur bien-être, leur dignité, et ça c'est surtout dans des contextes de crise et de conflit. Donc mon travail à moi, il va constituer à vraiment évaluer les risques et les problèmes auxquels sont exposés les enfants vulnérables ainsi que leurs familles, leur communauté dans ces contextes de crise. Et les crises, ça peut être des conflits armés, ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des déplacements massifs. Et après avoir évalué ces risques avec des équipes terrain, il y a toute la partie de mise en place de programmes, de prévention, de protection et de réponses adaptées aux problèmes auxquels font face les enfants. Donc ces risques, ça peut être le travail des enfants, leur exploitation, les attaques sur les écoles, ça peut être la séparation familiale, donc souvent dans les déplacements, dans les conflits armés, après une catastrophe naturelle, les enfants perdent leur famille et se retrouvent séparés d'eux et se retrouvent souvent seuls, donc c'est ce qu'on appelle des enfants non accompagnés. Ça peut aussi être le risque de recrutement des enfants par des groupes armés, mais c'est aussi tout particulièrement les violences sexuelles qui sont faites aux enfants dans les contextes de conflits armés et de crise humanitaire. D'accord. Donc, pour te donner aussi un chiffre concret, actuellement, en 2024, il y a un enfant sur 5 dans le monde qui vit ou qui fuit une zone de conflit. D'accord. Donc, ça laisse un peu imaginer le nombre d'enfants qui vivent dans des situations difficiles. De la chose. Et du coup, tu nous as parlé de violences sexuelles et basées sur le genre. Est-ce que tu pourrais définir ces termes-là et nous dire vraiment quelle est l'ampleur de ces violences? Pour essayer de donner la définition la plus simple, le terme de violence sexuelle et basée sur le genre, ça est vraiment un terme qui va englober tout acte sexuel, tentative d'acte sexuel ou tout autre comportement qui va être infligé sans le consentement de la personne. Donc c'est aussi toute l'exploitation des filles, des femmes et des enfants. Donc ces violences, ça peut inclure évidemment le viol, les agressions sexuelles, mais aussi les mariages forcés, les mariages précoces, la mutilation génitale féminine, l'exploitation sexuelle des filles, des femmes, des enfants, en échange de ressources ou
d'éléments vitaux. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que les violences basées sur le genre, ça va au-delà des actes sexuels. Donc c'est aussi vraiment les abus économiques, donc empêcher les filles et les femmes d'avoir accès à des ressources économiques, des abus émotionnels et psychologiques, la violence physique. Donc c'est tous ces actes de violence, y compris la violence sexuelle, qui sont vraiment liés aux normes de genre, donc assez dynamiques de pouvoir qu'il y a entre les filles, les garçons, les femmes, les hommes, les personnes plus âgées, les enfants. Donc ça comprend vraiment une dimension de pouvoir et d'inégalité, surtout de pouvoir par les personnes qui sont victimes de ces formes de violence. Donc ça touche, comme il y a cette dimension de pouvoir, ça touche tout particulièrement les filles et les adolescentes, parce qu'elles ont une double vulnérabilité, et je pense qu'on en reparlera après, mais vraiment liée à leur genre, donc leur genre féminin, mais aussi liée à leur âge. Donc elles sont tout particulièrement vulnérables face à tous ces actes. Mais même si les femmes, les filles et les adolescentes sont disproportionnellement touchées, ça peut aussi toucher les garçons et les hommes dans des contextes où il y a des stigmatisations et des inégalités aussi envers les garçons et les hommes. Merci beaucoup pour ces définitions qui nous permettent vraiment d'en savoir un peu plus et d'y voir beaucoup plus clair. Tu nous as parlé aussi en introduction des différents contextes où cela a lieu. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu en détail quels facteurs vont vraiment venir accentuer ces violences-là ? Je pense que le point de départ le plus important, c'est de savoir et de se dire que les violences sexuelles et les violences basées sur le genre, c'est vraiment une réalité présente dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, dans tous les contextes. On va retrouver certaines formes de violence à l'égard des femmes, à l'égard des filles, à l'égard de certains genres. Mais comme tu l'as dit, ces violences-là, elles sont considérablement exacerbées par les contextes de crise humanitaire. Donc, lorsque une société, une communauté est touchée par une crise, à nouveau un conflit armé, un déplacement de population suite à une catastrophe naturelle ou suite à d'autres facteurs déclencheurs, et bien en fait les institutions, les structures sociales, les mécanismes de protection dans cette communauté vont totalement s'effondrer. Et les risques de violences basées sur le genre vont vraiment augmenter à ce moment-là. Si je prends un exemple concret, les mariages précoces, c'est une pratique qu'on va retrouver dans de nombreuses communautés, mais il y a vraiment des preuves qui montrent que même si la pratique elle est déjà préexistante, quand il va y avoir un contexte de déplacement où cette communauté elle tombe vraiment dans des mécanismes de survie, il va y avoir une augmentation drastique du mariage d'enfants. Aussi, on peut voir que dans certaines communautés où moi j'ai travaillé, le mariage d'enfants il avait été abandonné il y a plusieurs années. Mais cette communauté qui est reconfrontée à une nouvelle crise des dizaines d'années plus tard, à une nouvelle guerre, à un nouveau conflit, elle va recommencer à utiliser ce mécanisme de survie pour les filles et les adolescentes. Donc à nouveau, pour donner un peu un chiffre saisissant, on sait que une fille est mariée toutes les 3 secondes. D'accord. Donc là, on a 30 minutes d'interview. Si on fait le calcul, d'ici la fin de l'interview, il y a 600 filles qui seront mariées. D'accord. Ça reste un chiffre qui reste assez conséquent. Ouais, c'est vraiment le mariage d'enfants en fait a diminué pendant de nombreuses années, et là, vu qu'on a une augmentation des guerres, des conflits cette dernière décennie, ça a de nouveau fortement augmenté. Donc ces 600 filles qui seront mariées d'ici la fin de l'interview, c'est principalement dans des zones qui sont affectées et touchées par des crises humanitaires. D'accord, d'accord. Et du coup, tu nous as parlé un peu des concernés, donc des femmes, des jeunes filles, des adolescentes, aussi également parfois d'adolescents et d'hommes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces principales victimes d'abus, notamment sexuels ? Tu nous as parlé un peu du côté tabou quand ça peut toucher des hommes. Et tu pourrais nous dire également comment on peut accompagner ces victimes-là ?
Donc c'est tout à fait ça. Donc vraiment les principales victimes, ce sont les filles et les adolescentes, déjà souvent dans des communautés marginalisées. Et vraiment, on appelle les adolescentes les grandes oubliées de l'aide humanitaire. Et pourquoi on les appelle comme ça? C'est parce que en fait, elles se situent à l'intersection de plusieurs vulnérabilités. Donc elles sont plus totalement considérées comme des enfants dans de nombreuses communautés où la notion d'enfant peut s'arrêter à la puberté. Mais elles sont pas encore reconnues comme des adultes par les législations, par le cadre international et par l'aide humanitaire aussi de manière générale. Et donc elles vont vraiment tomber entre les mailles du filet et elles vont se retrouver un peu ballottées entre les programmes qui sont soit conçus pour les femmes, donc tous les programmes de protection, de combat contre les violences sexuelles et basées sur le genre faites aux femmes dans les conflits et les crises humanitaires, ou elles vont se retrouver aussi perdues dans les programmes de protection de l'enfance qui visent de manière générale les enfants, donc tout individu de moins de 18 ans. Et vraiment, leurs besoins spécifiques en tant qu'adolescentes peut être vraiment oublié des acteurs humanitaires, et donc elles font face à des risques qui sont vraiment spécifiques. Donc quand on regarde les mariages précoces, l'exploitation sexuelle, les agressions sexuelles, les mutilations génitales féminines, ça va vraiment souvent se concentrer autour des adolescentes entre 10 et 17 ans. D'accord. Donc si on n'a pas cette attention particulière à leurs besoins spécifiques, elles peuvent vraiment ne pas se retrouver ni dans les programmes qui visent les femmes, ni dans les programmes qui visent les enfants. Et alors leur vulnérabilité, elle peut encore s'accroître si elles sont réfugiées, si elles sont déplacées, si elles ont un statut aussi dans des pays où il est plus difficile d'atteindre les personnes en situation de handicap, ou si elles ont tout autre statut de marginalisation, donc les adolescentes mariées, elles vont pas du tout avoir accès au programme de protection de l'enfance parce qu'elles se considèrent plus comme des enfants. D'accord. Même si légalement elles restent des enfants, enfin juridiquement. Elles restent des enfants. Oui. D'accord. Tout à fait. Et on parlait aussi du fait que malgré que les filles et les femmes soient disproportionnellement touchées par les violences basées sur le genre, il y a aussi des violences, notamment des violences sexuelles faites aux garçons. Et là, on sait que c'est surtout sur le parcours migratoire. Donc, c'est souvent des violences sexuelles qui vont être perpétrées par des individus qui ont des positions de pouvoir. Tu te souviens, au début, on a parlé que les violences basées sur le genre, il y a vraiment la dynamique de pouvoir de l'agresseur sur la victime. Et donc, ça va souvent être des violences commises par des passeurs, les gardes frontières, les autorités, vraiment toute personne qui va exploiter leur vulnérabilité, leur dépendance. L'accompagnement de ces personnes, surtout quand c'est des enfants, des filles, des adolescentes survivantes de ces violences sexuelles et basées sur le genre, ça va vraiment nécessiter une approche très complète, multisectorielle, holistique, qui va être centrée sur leurs besoins spécifiques. Donc ça va passer par le fait d'avoir accès aux soins médicaux nécessaires pour traiter les possibles blessures physiques, aussi prévenir les infections et les maladies sexuellement transmissibles. Il va y avoir tout un volet de prise en charge psychologique pour surmonter le trauma. Donc c'est vraiment très important quand on travaille avec des enfants, des adolescents, d'avoir un soutien psychosocial qui est adapté à leur âge et leur développement, pour pouvoir augmenter leur résilience et les aider à vraiment surmonter le traumatisme avec des professionnels qui vont être formés au travail avec les enfants. Et donc, on en a parlé aussi déjà, la stigmatisation et la discrimination des survivants, elle est vraiment élevée, encore plus particulièrement quand c'est des enfants. Donc il y a tout le travail de communautaire pour créer un environnement de soutien aux survivants.
Et enfin, si le contexte le permet, il y a l'accompagnement juridique qui peut être envisagé pour garantir justice et séparation. Et réparation, pardon. D'accord. Oui, en respectant leur dignité aussi. Là, on parle un peu des différentes possibilités pour les accompagner. Au niveau des ONG, quels dispositifs, elles peuvent mettre en place pour prévenir ces abus, mais aussi pour permettre une prise de parole de ces victimes et un accompagnement, parce que quand bien même, tu me diras si je me trompe, mais quand bien même il y a des dispositifs pour les accompagner, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte ou cette barrière qui fait que ces victimes-là n'osent pas ou ont peur de prendre la parole ou ne savent pas aussi qu'elles peuvent le faire? Tout à fait. C'est vraiment l'impunité, c'est certainement un des challenges les plus importants à surpasser en tant qu'acteur humanitaire, parce qu'on l'a dit, quand toutes les infrastructures et les structures s'effondrent dans un pays, ça renforce encore plus l'impunité. Et c'est une question très importante que tu poses, et merci à nouveau de la poser. Et en fait, j'ai 3 messages clés pour cette question-là, parce que pour moi, il y a un petit peu 3 responsabilités qui incombent aux acteurs humanitaires. On n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais on l'a dit, les violences sexuelles et basées sur le genre, elles ont lieu dans toutes les communautés, mais elles sont particulièrement exacerbées par les crises et les conflits. Mais il y a aussi des violences sexuelles et basées sur le genre qui sont commises par les acteurs humanitaires. Donc ça c'est une réalité, ça a été rencontré dans plusieurs contextes où les personnes qui sont censées protéger la population et apporter assistance utilisent aussi leur vulnérabilité et la dépendance qu'elles ont à l'aide humanitaire pour commettre des actes répréhensibles. Donc c'est vraiment très important de le reconnaître, et que chaque organisation humanitaire se dise qu'elle a la responsabilité éthique et opérationnelle de prévenir les cas d'exploitation des sexuels, d'abus sexuels, de harcèlement sexuel par leur personnel. Et pour ça, il faut mettre en place des politiques très claires et des mécanismes vraiment robustes pour protéger les populations vulnérables qui pourraient être aussi vulnérables face à certains acteurs humanitaires capables de commettre certains abus. Alors évidemment, c'est pas une généralité, mais c'est un risque qui existe. Surtout avec la promiscuité et parfois la difficulté de savoir vraiment ce qui se passe dans une communauté qui est très difficile d'accès. Donc ça, pour moi, c'est la première chose, c'est vraiment la responsabilité éthique de chaque organisation humanitaire de prévenir ce genre de violence. Après, j'ai un deuxième message clé qui est vraiment le fait que la protection de l'enfance et la protection contre les violences sexuelles et basées sur le genre, pour moi, c'est une responsabilité transversale. Donc, on le sait, moi, je travaille pour une organisation spécialisée dans cette thématique-là. Il y en a beaucoup d'autres. Mais pour moi, ça reste une réalité que chaque acteur humanitaire, que ça soit les acteurs de santé, d'éducation, les acteurs de sécurité alimentaire, d'eau et assainissement, ont la responsabilité de prendre en considération les besoins spécifiques liés au genre et à l'âge. Donc vraiment s'assurer de prendre en compte les besoins spécifiques des enfants, des adolescents, des adolescentes, des jeunes femmes, pour que leurs droits soient respectés. Donc je pense que si tous les acteurs prennent en compte ces besoins et ces risques spécifiques, mais les violences, y compris les violences sexuelles et basées sur le genre, peuvent vraiment diminuer. Mon dernier message clé, ce serait les ONG de protection de l'enfance, elles ont une responsabilité cruciale dans le fait de prévenir les violences en collaborant avec les communautés et les autorités pour identifier et réduire ces risques, mais elles ont aussi la responsabilité de répondre aux cas de protection en assurant cet accès immédiat et de qualité à des services médicaux, psychosociaux, juridiques, et de vraiment le faire dans le respect des standards minimums de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, qui sont un ensemble de standards qui ont été élaborés d'un point de vue mondial et global pour assurer la qualité des actions de protection de l'enfance dans les conflits armés et dans les contextes de crise humanitaire.
Et voilà, c'est de vraiment jouer ce rôle en coordination avec tous les acteurs. Et tu l'as dit, la dénonciation, elle est très compliquée. Donc il y a tout ce travail de déstigmatisation des survivants, et ça passe vraiment par le fait de donner la parole aux enfants, aux filles, aux adolescentes, leur donner la parole, parce que j'en parlais il y a pas très longtemps encore avec des adolescentes. En fait, les adolescentes, elles savent très bien c'est quoi l'injustice, l'impunité. Elles ont aussi vraiment envie de vivre dans des communautés qui les protègent et où les auteurs de violences sont tenus responsables. Et donc, c'est très important pour les acteurs de protection de l'enfance de ne pas parler à la place des enfants et des adolescents, et tout particulièrement des filles et des adolescentes, et de trouver les manières d'amplifier leur voix, et de vraiment contribuer à mettre fin au tabou autour des violences sexuelles et basées sur le genre. D'accord. Bah, merci beaucoup Sarah pour toutes ces explications et tous ces mécanismes que tu nous as donnés pour permettre permettre aux victimes de prendre la parole et de les accompagner. Et pour terminer cette interview, en tant qu'humanitaire, comment peut-on dénoncer ces agissements dans le cas où on est témoin de ce genre de choses, ou qu'on a éventuellement des suspicions ou autres? Oui, c'est très important, parce que, comme tu le sais, la communauté humanitaire, elle a aussi parfois tendance à se protéger et se protéger les uns les autres. Donc, c'est vraiment très important, comme tu le dis, d'être vigilant face à des comportements suspects, et de vraiment encourager une culture où chacun se sent responsable de prévenir ces abus. D'accord. Donc, ça passe par le fait de vraiment connaître quels sont les protocoles de signalement en vigueur dans son organisation, dans le pays au sein duquel on travaille, de connaître les points focaux, les points de contact, de savoir auprès de qui on peut remonter l'information, comment le faire de manière sécurisée et confidentielle. Et en fait, c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes collègues, c'est que en cas de suspicion, il faut vraiment pouvoir directement signaler la suspicion. Il ne faut pas attendre d'avoir des preuves tangibles, concrètes. Notre priorité, c'est vraiment de pouvoir aider les survivants et les survivantes. Et on n'a pas besoin d'être certain, d'être certaine, d'avoir des preuves, de devoir enquêter, ou voilà. Notre responsabilité, elle s'arrête au signalement. Après, c'est les professionnels qui sont formés à la suite de ce qui se passe après un signalement, qui sont formés aux enquêtes, formés à toutes les procédures qui vont suivre lorsque il peut y avoir un signalement, qui vont prendre le relais. Mais c'est vraiment important d'être vigilant, de signaler, et de vraiment mettre fin à cette culture de l'impunité qui a pu régner au sein des acteurs humanitaires. C'est noté. Merci beaucoup Sarah pour avoir pris le temps de partager ton expertise, ton expérience, et pour nous avoir donné vraiment beaucoup plus d'informations sur ce sujet, et j'invite vraiment toutes les personnes qui vont écouter cet épisode à prendre connaissance de ces violences-là, à se renseigner davantage pour éventuellement, dans le cas où ils sont confrontés à cela, pouvoir accompagner les survivantes et pouvoir dénoncer également les agissements. Merci beaucoup Asma pour ton intérêt pour cette thématique, et je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment ensemble qu'on peut avoir un changement, donc j'espère vraiment que ça permettra encore de mettre la lumière sur ces violences, et de continuer à soutenir les personnes qui les ont vécues pour s'en remettre, parce que on peut toujours s'en remettre, c'est ça aussi le message clé. Il y a toujours un avenir quand on reçoit l'aide adéquate et les services dont on a besoin. On peut vraiment écrire son futur avec beaucoup de positivité. Merci beaucoup pour cette note finale positive. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur le site Boosters Solidaire pour en découvrir d'autres, et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Boosters Solidaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article.
On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.